jusqu'à la fin. Et donc, il y a également des impératifs de transport pour pas mal de monde, donc, et notamment pour notre président. Donc, si Jacques Naudin veut bien nous rejoindre pour clôturer les journées nationales, et ben voilà, on aura enfin fini ces journées qui nous ont pris beaucoup de temps à les préparer. Et on prendra un petit moment derrière pour vous présenter toute l'équipe d'organisation qui a préparé ces journées avec nous. Alors merci. Chaque fois qu'on a des journées nationales, on me demande de conclure. Et c'est toujours un défi parce que quand je vois M. Couturier, le professeur qui vient d'intervenir, je le précise tout de suite, je ne suis ni universitaire, ni du secteur médico-social, ni social. Donc c'est toujours un peu quand même pour moi un défi à relever. Alors, le thème c'était All Inclusive. C'est un beau désir de la société pour moi qui souhaite que toutes ses concitoyennes et tous ses citoyens puissent participer à la vie économique, politique, sociale, éducative et culturelle et sportive. Mais dans cette période, parce que depuis 3 jours, je reviendrai, la période, on n'a pas trop insisté sur comment ça se passe aujourd'hui. Dans cette période que nous traversons, où parfois on a des doutes, les doutes nous envahissent, où les débats sur les choix de société sont exacerbés par la crise sanitaire, mais moi je vais encore un peu plus loin, où les débats de société parfois sont rangés sur les étagères de l'oubli. Nous avons pendant ces 3 jours, nous, ici, relevé l'enjeu d'agir pour une société solidaire et inclusive. Mais moi aussi, j'insiste sur solidaire et inclusive, et pas simplement inclusive. Ainsi, nous pouvons tous et tous être en situation de vulnérabilité. Nous sommes tous vulnérables. C'est dans ces situations de vulnérabilité que nous souhaitons le plus d'attention, d'écoute des autres, certes de la famille, mais aussi de l'entièreté des acteurs de la société. Nous souhaitons tous que l'on nous regarde comme des personnes autonomes avec nos envies, nos besoins et une attente de chaleur humaine. Les personnes en situation de vulnérabilité souhaitent participer activement à la vie sociale et politique. Ils ont des droits comme toutes les citoyennes et citoyens de ce pays, avec les mêmes exigences, les mêmes souhaits, les mêmes désirs, les mêmes demandes de respect, d'écoute et de prise en compte de leurs propositions. Juste une petite anecdote. La loi a fixé, a autorisé toutes les personnes en situation de handicap comme pouvant voter. Une grande avancée, le droit de vote pour toutes les personnes en situation de handicap. Le seul problème de la loi, c'est qu'elle a oublié d'expliquer comment on fait. Et que donc, avec l'association Nous aussi, nous sommes allés voir le ministère de l'Intérieur, le cabinet du ministre, pour demander comment on va organiser le droit de vote de ces personnes. Eh bien, si vous saviez, dans ce pays, quand on a commencé à poser les questions ben voilà, nous souhaiterions que sur les bulletins de vote, il y ait la photo des personnes qui sont candidates, que nous souhaitons que tous les documents qui, pour moi, s'appliqueraient à tous citoyens et citoyennes, soient écrits en facile à lire et à comprendre. Parce que tout ce qu'on reçoit pendant la période électorale, je pense que ça mériterait d'être écrit en facile à lire et à comprendre. Et deuxième et troisième chose, que la personne en situation de handicap puisse se faire accompagner non par son tuteur, mais par une personne pour aller voter et rentrer dans l'isoloir. C'est inimaginable en France, ça. Le code électoral, si vous saviez que c'est ce qu'on a entendu, pour bouger ça et faciliter donc le droit politique des personnes en situation de vulnérabilité. Voilà. Je voulais aussi vous citer une citation de Condorcet, je m'excuse. Alors, vu tout ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que je vais devenir le vieux. Mais enfin bon, je vais citer Condorcet quand même, qui était un digne représentant des Lumières quand même, assurer à chaque individu la facilité de se perfectionner, de se rendre capable de fonctions sociales,
de développer toute l'étendue de ces salons qu'il a reçus de la nature et par là établir entre les citoyens une égalité de fait. Tel doit être le premier but de l'instruction nationale. Pour Condorcet, tous les individus ont les mêmes droits et la société doit leur permettre de s'épanouir. Alors, pendant ces 3 jours, j'ai aussi assisté à un débat. Alors, vous savez, comme on aime entre nous, hein, on les aime, ce genre de débat, entre insertion, inclusion, intégration. Il se trouve que je préside une entreprise d'insertion. Nous accueillons des publics en situation d'exclusion, des sorties de prison, des migrants, des chômeurs de longue durée, des sorties de l'ASE. Ces entreprises d'insertion ont été et sont des réponses à l'exclusion. Il se trouve que j'ai aussi participé au niveau national au lancement de territoires zéro chômeur. Nous sommes là dans l'insertion professionnelle. D'ailleurs, souvenons-nous que cette insertion professionnelle est née, en partie sur la Bourgogne, à l'initiative de 2 éducateurs d'une sauvegarde qui devaient, devant les difficultés liées pour trouver un emploi, ont créé une structure d'insertion. Pendant toutes ces années, l'insertion professionnelle, elle a été portée par le ministère du Travail. Pour moi, l'inclusion, elle, est une approche d'un parcours de vie qui touche et concerne tous les citoyens et toutes les citoyennes dans la société. C'est vrai que je préfère parler du parcours inclusif. Alors j'ose, je l'affirme, il y a complémentarité entre l'insertion professionnelle et l'inclusion, car il ne peut et il ne pourrait y avoir insertion professionnelle sans inclusion, sans parcours inclusif, sans parcours de vie. Cette inclusion que l'on souhaite, tous et tous, pose la question de la société que nous partageons. Où voulons-nous partager avec les personnes en situation de vulnérabilité? Un auteur dont j'ai perdu l'identité écrivait ceci. « Il ne suffit pas de redemander de quoi nous voulons nous libérer, mais pourquoi nous voulons être libres? Pour construire quelle société? Pour quel progrès humain ?» D'abord, il nous faut parler de l'autodétermination des personnes en situation de vulnérabilité. Il nous faut nous rappeler sans cesse dans nos pratiques, c'est à moi de m'adapter, c'est donc à moi de savoir les écouter, de faciliter leur expression, de les accompagner sur ce chemin du parcours inclusif. Mais attention, l'autodétermination de l'individu ne doit pas nous faire oublier que l'individu a besoin de liens qui unissent et qui font société. Les liens constitutifs de notre humanité sont un des vecteurs de la santé. Car attention, le risque serait de faire des individus autodéterminés, des individus auto-entrepreneurs d'eux-mêmes, comme le craignait Foucault. Derrière l'autodétermination, nous devons parler du pouvoir d'agir, de développer l'esprit critique, de la capacité à faire des choix pour permettre à la personne de modifier sa vie et de ne pas la subir. La société que nous voulons, c'est une société participative qui favorise l'expression et j'ose dire, pour moi, en priorité l'expression des plus vulnérables, des exclus, leur faire confiance, respecter leurs choix. Comme le disait le pianiste, les reconnaître, un mot merveilleux, naître sans cesse. En clair, est-ce que la société telle que nous la connaissons aujourd'hui est-elle en capacité d'accepter des parcours d'inclusion ou est-elle fabrique à exclusion de par ses orientations et ses pratiques? Et donc, comment inclure dans une société d'exclusion? Et peut-être que l'inclusion, alors, est le premier acte du changement de société. Entre nous, le vieux militant que j'ai pu être retrouve là les défis de sa jeunesse, dans cette volonté d'émancipation des personnes, cette mise en mouvement des personnes, pour construire une société plus juste et solidaire. Je vais vous faire une confidence. Pour moi, j'ai essayé toute ma vie de m'y tenir. Il n'y a rien de plus beau, de plus épanouissant que l'action menée pour favoriser l'émancipation des personnes.
être juste aidé, accompagné et voir les personnes retrouver leur dignité, se sentir libres ensemble, il n'y a rien de plus beau. C'est d'ailleurs le sens de mon engagement à la Fédération des Créailles, qui sont des associations certes peu connues, mais où les études, les recherches, les formations ou journées d'études, ce que nous pouvons appeler la militance constructive, ont depuis de nombreuses années pesé sur l'évolution des politiques sociales avec comme valeur l'indépendance, la laïcité, la liberté d'expression, et à partir surtout de tout ce que vous avez dit, écrit ou suggéré, vous, les professionnels. Nous sommes très attentifs à vos paroles. Hier, Antoine, notre délégué fédéral, vous a dit que nous étions des lieux tiers. C'est vrai que nous sommes chargés de mettre en œuvre la politique publique. Mais ce qui est pour moi essentiel dans le mot lieu tiers, c'est que je suis aussi chargé de faire remonter à la puissance publique ce que vous vivez, les difficultés que vous rencontrez, les souhaits que vous avez. Et ça, c'est pour moi essentiel. La Fédération des Créailles, c'est à la fois l'accompagnement des politiques publiques et c'est à la fois le fait d'être le haut-parleur de ce qui se passe sur ce secteur-là. Alors, cette société que nous voulons partager doit être capable de changer vers une société solidaire et de bien-être. Je pense que si je résume, c'est pour moi la condition sine qua non d'une inclusion réussie. La santé doit être réaffirmée comme un élément central du bien-être d'une société. Mais la santé globale, pas simplement l'hôpital et les EHPAD. J'ai bien aimé le Québécois quand il a parlé de de l'hôpital. Là, ça m'a beaucoup intéressé parce que tous les discours ces derniers temps tournent autour de l'hôpital. Nous souhaitons un système de santé publique permettant l'égalité dans le traitement des personnes en termes d'accès mais aussi de choix. Cela suppose la reconstruction d'un service public non seulement de qualité mais d'excellence fondé sur des femmes et des hommes revalorisés dans leurs fonctions. Puis inclure les personnes en situation de vulnérabilité, c'est leur offrir des moyens financiers, offrir des perspectives d'inclusion sociale et économique. Le débat sur la santé ne peut se résumer à la recherche d'économies, de redéploiement, de suppression d'équipements, de politiques régressives. Oui, moi je le réaffirme, la protection sociale est un enjeu. Elle est le ciment de la société, de notre société. Il faut protéger notre protection sociale. Certes, peut-être pour la faire évoluer vers la société du bien-être, mais c'est essentiel pour nous, dans le parcours inclusif, d'avoir une protection sociale que nous devons défendre. Alors, je vous l'affirme, il ne peut y avoir pour moi de débat entre le secteur protégé et le secteur dit ordinaire. Ça me sort par les yeux chaque fois que j'entends secteur ordinaire et secteur protégé. Comme certains essaient de nous le faire croire, on essaie dans notre société sans arrêt de nous faire croire qu'en définitive, il y a des différences. Mais si on est cohérent avec l'inclusion, nous sommes cohérents avec l'inclusion, ce n'est pas de décider d'insérer toute personne en situation de vulnérabilité dans le secteur ordinaire, mais l'autodétermination que nous souhaitons tous nous demande de respecter les souhaits, les besoins des personnes. Eh bien, si les personnes ils choisissent de rester en institution médico-sociale, ils en ont le droit. Ils en ont le droit. On ne peut pas préjuger de leurs décisions. Si on dit qu'il faut répondre à leurs besoins, on ne peut pas leur dire « nous, la réponse qu'on veut à vos besoins, c'est l'ordinaire ». Non, la réponse aux besoins, c'est en fonction de leur demande. Il peut y avoir l'ordinaire, mais il peut y avoir encore la place pour les institutions. Les institutions. Et je pense, je m'excuse pour M. Olivier Paul, mais qui me connaît depuis très longtemps, que l'État doit être en capacité de répondre aussi à ses souhaits, et pas simplement à l'innovation, mais au souhait de maintenir ce qui existe aussi aujourd'hui et de l'accompagner dans les évolutions, mais de ne pas rentrer dans un truc où on fait de l'innovation sans arrêt et où ce qui existe, qui fonctionne, qui tourne, qui aujourd'hui est un ciment, on n'arrive plus à se poser la question de leur financement. Et alors, je vous le dis,
Je pense qu'il faut sortir de cette division ordinaire et protégée, et puis qu'on arrête d'opposer l'inclusion et les établissements. Dans ce pays, ça on sait faire, chaque fois on s'oppose, mais non. Et donc je pense que ça va être un très beau sujet d'étude pour les créailles, mon cher délégué fédéral. Un beau sujet d'étude plutôt que de simplement répondre aux voyages à l'étranger. Pardon, excusez-moi. Alors je voulais vous dire aussi, en clair, que les acteurs sociaux que vous êtes, que nous sommes, qui agissent sur l'axe des politiques des temps de vie, et ceux dès la naissance, font la valeur d'une société. Et vous en êtes les véritables tisserands de cette société. Le secteur médico-social et social, pour moi, depuis que j'y suis, connaît une véritable révolution. Depuis maintenant quelques années, personne n'a osé l'employer, mais moi je l'emploie, c'est une véritable révolution. La transformation de l'offre, Séraphin, la réforme des ESAT, le futur référentiel qualité, le référentiel protection de l'enfance, les communautés 360. Alors je fais toujours de l'humour avec les communautés 360. Pour moi, quand on fait 360, on part d'un point, on revient au même point. Ça. Et alors, dans tous les discours, on oublie le médico-social et le social, je ne sais pas si vous remarquez. On parle de l'hôpital, des EHPAD, mais jamais de la totalité des problèmes du médico-social et du social. Comme si votre fonction d'humanité d'action, pour les plus vulnérables, ne faisait pas partie de la société. En définitive, pour moi, la politique ne peut se résumer à des visites compatissantes, mais doit clairement faire des choix de société où la puissance publique joue son rôle de partage de richesses pour permettre une solidarité active. C'est essentiel. On est dans des débats, quand on parle des financements, ce n'est pas les financements comme ça, c'est quelle société nous voulons et comment nous répartissons les richesses de cette société pour développer la solidarité. Alors, je suis un peu perdu. Je voulais vous dire aussi qu'en définitive, nous avons bien senti chez vous, et ça fait plusieurs mois, toutes les difficultés que vous rencontrez dans le secteur. C'est pour moi, vous savez, on a eu un débat en conseil d'administration de la Fédération sur les départs de personnes devant les inégalités du Ségur, le fait qu'il y a des postes vacants qu'on n'arrive plus à remplir. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire dans cette société française, c'est que quand c'est dans les hôtels et les restaurants, ou je ne sais pas trop où, la télévision nous en fait des grands numéros, quand c'est dans le secteur social et médico-social qu'il y a des départs qu'on a du mal à remplacer, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'arrive pas à en parler. Et je voulais vous dire aussi qu'on a eu ce débat-là et qui me paraît pour moi alors très essentiel de pouvoir sortir de votre complexité. Vous savez, je ne suis pas donc du secteur. Alors moi, depuis 3 jours, et puis il y a eu une table ronde la première, ou alors, vous ne pouvez pas vous imaginer, pour quelqu'un qui est béotien, le fait que vous parlez en acronyme. Mais alors, des trucs... Comment voulez-vous que la télévision, des journalistes, de la société vous comprennent, puisque nous n'arrivons pas, même des fois, à nous comprendre entre nous. Et je pense que, je le dis toujours, ce serait bien d'avoir une politique claire, quoi. La première table ronde, moi, je suis issu aussi de la fonction publique. Hein. Moi, je me suis retrouvé dans des trucs. Je me suis posé la même question que le Québécois. Je voulais, parce que vous avez bien compris que je n'avais pas le droit de trop causer pendant les 3 jours. Donc, on m'a demandé, j'ai failli prendre la parole pour dire quoi? Pour demander à la table ronde, mais enfin, qui va vous coordonner? Qui va vous coordonner? Parce que c'était quand même... Imaginez Piveteau dans la salle en train d'assister au débat. Voilà.
Alors, du coup, on me dit, il faut que tu y ailles vite. Voilà, je voulais vous dire que vous allez chacun retourner dans vos lieux de travail. Je pense que nous pouvons ensemble changer les choses en définitive. Nous pouvons développer le sens de nos actions au niveau des exigences d'une société solidaire et juste. Je pense que nous devons retrouver le sens du travail social, de vos métiers, de la fierté de faire ce métier. Ce n'est pas simplement le problème de la rémunération, ce n'est pas simplement, c'est aussi les conditions de vie, les conditions de travail, le fait de travailler 365 sur 365, 24 heures sur 24, avec la reconnaissance de ces métiers-là. C'est des métiers à sens, c'est du sens dans notre société dont on a besoin. Voilà, le respect. Vous savez, je pense que faire de tous les individus des citoyens et citoyennes à part entière en les respectant, le respect, l'accueil, l'accompagnement, nos valeurs qui font du secteur de vous, du médico-social, le secteur ouvert sur les réalités du monde et de ses salariés, les acteurs majeurs de cette société que nous désirons tous, une société du bien-être et de la solidarité. Voilà, donc il nous faut accélérer la transition de la prise en compte du bien-être dans toutes nos décisions. Ce qui doit primer, c'est le bien-être des personnes et de la société. Je vous l'avoue, franchement, je vais quitter ces 3 jours, toujours interrogatif dans ma tête, toujours à l'écoute, en se disant en définitive qu'il nous faut réussir cette prise en compte dans la société de ce qui est aujourd'hui la parole des gens qui sont les plus vulnérables. Parce que derrière vous, quand on ne vous écoute pas vous, quand on ne vous met pas au cœur de la procédure de changement de société, c'est les personnes vulnérables qu'on ne met pas au cœur de la société. Et je pense que toute société humaine devrait, en définitive, être en capacité de construire ensemble un avenir, de construire ensemble cette société, et non pas simplement par la prise de pouvoir politique, qui est un sujet très sensible, mais aussi par le fait de ce qui se passe dans vos territoires, dans vos établissements, de cet accompagnement et de cette innovation. En conclusion, je pense que le mieux, c'est que vous vous applaudissiez vous-même, que vous applaudissiez pour faire jaillir de cette salle l'espérance que nous mettons toutes et tous dans le respect des attentes des personnes en situation de vulnérabilité. Voilà, nous voilà maintenant porte-parole de ce monde qui bouge, qui change par des actions quotidiennes. Alors relions-nous, faisons lien pour faire société solidaire. Oui. Merci, merci. Merci beaucoup, Président. Alors, Et j'invite... je précise juste un truc, pour ceux qui étaient au début, je n'ai pas 3 salles de bain, mais je suis un grand fanatique du rugby et du haka, des CESAD. Merci. J'invite Olivier Adam de l'IRSA, Valérie Beiss de l'association des CESAD 77, Virginie Biarns de la sauvegarde des Yvelines, Capucine Bigotte du CREAI de France, Renata Chinalska. Ils viennent pas, Thierry. Ben venez, allez. Allez, l'équipe du COPREP, les CREAI. Allez, Antoine. Je suis là. Comment? Alors, attends, ben non, on finit. Il participe devant le numéro. Attends, voilà. Chers passagers, bienvenue à l'arrêt de bus CREAI. Le bus 14 en provenance des journées CESAD va bientôt arriver. Pour des raisons sanitaires, le port du masque est obligatoire et une distance de proximité satisfaisante l'est également. Nos passagers ont froid, sont fatigués, épuisés. La tête remplie de mots. La coopération, la validation.
Et puis quand même, au bout de 3 jours, un peu d'inclusion. Ça y est, nos équipes se mélangent. Oh. Waouh. 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 Ah, on va chercher les gens de loin pour qu'ils puissent venir. Waouh. Waouh. Chers passagers, pour des raisons techniques, le bus 14 en provenance des journées CESAD sera en retard. Oh non. Mais non. La cause de ce retard est due à un problème technique. Nous ne retrouvons plus le chauffeur. Oh là là. À la recherche du chauffeur. Venez, ma bande. Venez, ma bande. Ah, toute l'équipe des passagers est attendue. Ah. Il est pas là. Il est pas là. Il est pas là non plus. Appelle le chauffeur. Allô? Chauffeur? Oui. Oh non! Un chauffeur, y a-t-il un chauffeur dans la salle? Chauffeur! Chauffeur! Ah, on me dit à l'oreillette que le chauffeur arriverait dans peu de temps du côté gauche du quai. Ah! Oui! C'est bon! Tous derrière le chauffeur! Le bus 14, en provenance des journées CESAD, peut enfin repartir. Que tous les passagers ne se perdent pas, dans quelques années ils reviennent. Attention, un arrêt imprévu. Oh. Alors, je voudrais que vous fassiez une immense ovation pour Nadia Ikal, qui a tout organisé pour que tout se passe bien pendant ces 3 journées avec nous. C'est vraiment la cheville ouvrière de tout ça, Nadia. Merci. Bravo! Ouais! Bravo, Nadia! Doucement. Bravo, Nadia! Elle sent tout, Alors, doucement, bravo! Un mot du chauffeur, peut-être? Madame. Non, elle ne peut pas. Bien, ben merci à tous d'être là. Merci aux clowns. Merci. N'hésitez pas à continuer à les dévaliser l'escure. Il leur reste quelques bouteilles. Et puis encore une fois, ben merci à Nadia parce que vous l'avez tous eu au téléphone, par mail. Et sans elle, on n'aurait pas eu les journées. Voilà.
Et merci à vous d'être restés jusqu'au bout et pour votre présence, votre participation. Et on vous donne rendez-vous dans les meilleurs délais envisageables. Il faut qu'on se réorganise un peu. Voilà. Vraisemblablement dans 2 ans.